Bernard Pouillet est président honoraire de l'unité Pierre Mendès France de Grenoble. Vous avez été professeur émérite de droit public à l'UPMF de Grenoble, établissement dont vous avez aussi également assuré la présidence pendant 5 ans. Vous avez aussi dirigé l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de Grenoble et présidé l'Association des instituts d'urbanisme de France. Voilà, vous êtes auteur de nombreuses études sur les collectivités locales et l'aménagement du territoire. Vous avez conduit diverses missions pour le compte des ministères de l'Équipement, de l'Éducation et de la Culture. Vous avez été aussi deuxième vice-président du Conseil économique et social de Rhône-Alpes. Et voilà. Mais si on vous a également invité, c'est que vous êtes coprésident de l'APARDAP. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'association cette fois-ci, je m'en excuse. Donc, qui est une association républicaine qui fonde son action sur la devise liberté, égalité, fraternité, qui est laïque, indépendante, sans appartenance politique, et qui, vous en parlerez peut-être, favorise le mariage républicain, voilà, et l'aide aux personnes demandeurs d'asile. Donc on a souhaité vous entendre cet après-midi sur la question migratoire. Alors vous avez intitulé votre thème justement sur la question migratoire en débat. C'est un vaste sujet. L'actualité de cette année, effectivement, reflète aussi cette question. Et donc voilà, on a souhaité avoir votre regard pour éclairer aussi les activités de l'association et les activités départementales. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Directeur. Bonjour. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, remercier l'équipe de direction de la sauvegarde de m'avoir invité à l'occasion de ce 70e anniversaire à évoquer avec vous la question migratoire. C'est de votre part, je dois le dire d'emblée, au moment d'un événement festif, et pas seulement pour cette raison, un choix courageux que de vouloir évoquer ce problème, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est sensible, et qui, aux yeux de beaucoup, est sulfureux. Je n'aborderai pas cette question en expert, je ne suis pas un expert. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur, je copréside une association, l'APARDAP, Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection. Et c'est plutôt à ce titre que je me suis peu à peu formé et interrogé sur la question des migrations, en essayant de comprendre le sens de l'action que nous menons, voire le sens de mon investissement. J'ai proposé comme titre « La question migratoire, en débattre ». Car j'ai acquis une conviction, c'est que cette question ne trouvera de réponse que si on se donne les moyens de l'aborder, si on se donne le moyen d'en discuter, autrement dit, si l'on renonce aux slogans, aux préjugés, pour essayer de s'adresser à l'intelligence collective. D'abord, et c'est essentiel, parce que la question migratoire est déjà en débat dans le débat électoral. Elle n'a pas été autant qu'on pouvait le penser lors des élections européennes. En France, à la différence d'autres pays comme l'Italie ou la Hongrie, elle sera probablement dans le débat des municipales. Et de mon point de vue, je souhaite qu'elle l'y fût, car c'est aussi un enjeu de territoire. Ensuite et surtout, cette question est aujourd'hui l'objet d'un débat national, puisque le 7 octobre, le 11 octobre, l'Assemblée nationale d'abord, le Sénat ensuite, s'en sont saisis pour organiser un débat sans vote, comme le prévoit la Constitution, sur la question. Ce débat a été controversé. On a considéré qu'il y avait des arrière-pensées politiciennes derrière cette organisation. Il a été à certains égards décevant, chacun restant plus ou moins sur ses positions, mais du moins a-t-il eu un avantage, c'est que
dans les médias, pour qui voulait bien les lire ou les entendre, il y a eu la réunion des éléments d'un dossier, des reportages, des informations que vous avez sûrement en tête et qui pourront peut-être permettre de mieux comprendre les choses. Comment, aujourd'hui, dans une société qui, à bien des égards, se délite, qui est faite de division, d'inégalité sociale, de rupture de confiance envers les institutions, envers les élites, envers toute forme d'expertise, envers des valeurs fondamentales. Comment éviter que l'émigration ne soit un sujet supplémentaire, voire le sujet de division entre les individus qui développent une peur à l'égard de l'autre, de l'étranger, et qui se replient sur eux-mêmes, ou au sein d'une société qui peut être prompte à sacrifier au risque fantasmé du grand remplacement. On a cru trouver une première réponse à cette question en faisant référence à l'identité nationale. C'est le choix que fait le président Sarkozy en 2007 lorsqu'il met en place un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. L'actuel président de la République a semblé tenté par cette idée de l'identité, mais peut-être s'est-il souvenu du propos de Fernand Braudel, notre spécialiste français de l'identité nationale. Fernand Braudel qui crie « Identité, le mot m'a séduit, mais n'a cessé des années durant de me tourmenter » et d'ajouter « On ne joue pas avec l'identité ». Et finalement, le chef de l'État, dans sa lettre aux Français du 15 janvier 19, a préféré s'interroger sur la question de savoir à quelles conditions les migrations étaient compatibles avec le vivre ensemble. Et il semble bien que ce soit là la question. C'est une question de société, c'est une question qui interroge les fondements de la démocratie. Vous y avez fait référence ce matin, Monsieur le Président, à savoir comment s'organise dans un État, à un moment donné, la relation entre les citoyens et se maintient l'unité sociale. Je dois dire que la question migratoire, pour l'aborder, on doit essayer d'avoir des idées relativement précises sur ce qu'est le fait migratoire d'abord, et ensuite s'interroger sur ce qu'est notre accueil en France, avant d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile d'évoquer ou de faire évoluer la question migratoire. Premier point, donc, le fait migratoire. Le vocabulaire est important que l'on entend, vague, flux, tsunami, ou encore les migrations sont considérées comme des déferlantes sous lesquelles on serait submergé. Ainsi, on ne peut échapper, au début d'un propos comme celui-ci, à revenir sur quelques éléments chiffrés, quelques éléments précis d'analyse, si possible indiscutables. François Héran, qui est le titulaire de la chaire des migrations au Collège de France, propose carrément, et je crois qu'il faut entendre son appel, que l'on crée une sorte de GIEC des migrations, comme on en a créé un sur le climat, de façon à ce qu'on ait des éléments chiffrés et des éléments d'analyse sur lesquels on pourrait travailler sereinement. Quelques chiffres, plutôt quelques repères. Sur les 7,7 milliards d'habitants de la planète, 258 millions vivent à l'étranger.
entre 3,5 et 4% de la population mondiale migre. Ça veut dire que 95% de cette population est sédentaire. On compte 258 millions de migrants internationaux qui franchissent les frontières, qui changent de pays, sachant que de très nombreuses personnes changent de région tout en restant à l'intérieur de leur pays. On parlera de déplacés internes. La plupart des migrants quittent leur pays pour un pays voisin. 90% de l'immigration subsaharienne se trouve à l'intérieur de ce continent. Les Afghans se réfugient au Pakistan, qui est le deuxième pays qui accueille le plus de migrants parmi les 10 premiers, juste avant la Turquie, laquelle accueille pas moins de 3 700 000 ou a accueilli pas moins de 3 700 000 réfugiés syriens. Et que dire d'un pays comme le Liban, qui a accueilli 1,5 million de migrants palestiniens et syriens, ce qui représente 30% de sa population. Rapportez ce pourcentage à notre pays et vous verrez ce que ça représente pour un pays. On estime que 35% des migrants vont aller vers les pays, vont des pays du Sud vers les pays du Nord. Donc la migration se fait bien assez largement en dehors des pays les plus riches. Sur 512 millions d'habitants en Union européenne en 2017, il y a 4,2% de la population qui est étrangère, et encore sur ces 4,2%, la moitié sont des ressortissants des autres États de l'Union européenne. 588 000 demandes d'asile en Europe, ce qui, somme toute, est un chiffre, je vais dire, raisonnable. En France, sur 66 millions d'habitants, en 2015, on compte 4,4 millions d'étrangers vivant en France et environ 7 millions d'immigrés. Comme on le sait, on assiste actuellement à une augmentation du nombre des demandeurs d'asile dans notre pays. En 2018, le seuil des 100 000, qui était le seuil autour duquel, de manière stable, se situait la demande d'asile, ce seuil des 100 000 se trouve dépassé. 122 143 demandeurs d'asile en 2018. Et au 17 novembre 2019, c'est tout récent, 120 900 demandeurs d'asile, là où l'Allemagne n'en reçoit à la même date que 119 000. La France serait donc, et au moins en valeur, en chiffre brut, le premier pays qui reçoit des demandes d'asile. Mais là encore, on voit bien qu'il y a une manière de considérer les chiffres. Si on ne se place pas d'un point de vue simplement des données brutes, mais des données relatives, on va par exemple considérer que, rapporté aux millions d'habitants, la France est le 11e pays qui accueille le plus de demandes d'asile en Europe, et rapporté aux écarts de richesse, la France est le 15e pays d'Europe qui accueille le plus de migrants. Au-delà des chiffres, 3 considérations pour préciser un peu le propos d'une matière que je sens bien aride, vous le comprenez aussi. D'abord, une considération historique. L'homme a toujours voyagé. L'Homo sapiens a dû sa survie, puis son succès parmi les autres primates, à sa capacité de s'extraire des glaciations et des canicules, à partir, à se migrer, à se croiser, à se métisser, notamment il y a à peu près 30 000 années, avec l'homme de Néandertal. Ainsi, nous serions tous des descendants de
cette hybridation. Le phénomène de l'hybridation se continue, et vous voyez qu'on peut faire référence à l'histoire sans toute la remonter. Le phénomène de l'hybridation se continue, puisqu'aussi bien, nous avons en France environ 25% de la population, dont au moins un des grands-parents est un immigré ou a été immigrant. Pour ne retenir qu'un élément en rapport avec l'actualité. Les migrations, historiquement, se sont très souvent articulées, ou le plus souvent articulées, avec des crises ou du développement économique. Le 19e siècle, qui est le siècle par excellence des migrations, a vu un formidable mouvement de migration des pays européens vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord et vers l'Amérique du Sud. Pensez par exemple qu'un petit pays comme l'Irlande, du fait de la famine, du fait du chômage, etc., a vu 7,5 millions de sa population migrer. Il faudra s'en souvenir quand on se posera la question, aujourd'hui, de faut-il accueillir ou non des migrants économiques. Deuxième considération, donc l'homme a toujours voyagé, mais deuxième considération, s'il n'existait pas de frontières, il n'existerait pas de migrants. Soyons clairs, notre ordre international repose sur la toute-puissance des États souverains. Cette toute-puissance s'exerce à l'intérieur des frontières. La question de la frontière devient une question régalienne majeure. Comment se protéger contre ce qui vient de l'extérieur, pourquoi dire contre tout type d'invasion. Et aujourd'hui, on n'a jamais tant construit de murs dans le monde, 70 à 75 murs ou clôtures construits ou en construction, ce qui représente à peu près 40 000 kilomètres de murs sur 250 000 kilomètres de frontières terrestres. Dans ces conditions, on peut s'interroger, est-ce que ce mouvement est inéluctable ou est-ce qu'on peut penser autrement? Et on peut peut-être retrouver le dessein socratique d'une citoyenneté du monde qui consisterait à dire, eh bien, supprimons les frontières et il n'y aura plus d'étrangers. Utopie, dira-t-on, mais utopie qui anime la pensée d'un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs, d'ONG, qui partent notamment d'un constat, c'est la formidable inégalité entre les citoyens de tous les pays face à la mobilité. Un citoyen français peut se rendre librement, sans même s'en rendre compte, j'allais dire, dans 172 pays du monde. Un Algérien ne peut aller que dans 45, 43 pays du monde, pareil pour un Marocain, à peine plus pour un Sénégalais. D'où cette idée, qui est reprise par exemple par la juriste Mireille Delmas-Marty, qui, s'inspirant du cosmopolitisme d'Emmanuel Kant, dans son projet de paix perpétuelle, avance l'idée d'une hospitalité comme principe juridique des mobilités humaines. Ou encore la politologue Catherine Witold de Winden, qui est une grande spécialiste des migrations, qui demande un droit universel à la mobilité. Probablement, cette idée va être considérée comme utopique, mais est-ce qu'elle est aussi utopique que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas des commencements de réalisation? Quand les États de l'Union européenne, moins l'Irlande, moins le Royaume-Uni, plus quelques autres États européens comme la Norvège, l'Islande, la Suisse, décident de créer l'espace Schengen, eh bien, ils décident de partager un espace
sans frontières intérieures, sans contrôle intérieur, même si ces contrôles peuvent, en certaines circonstances, et actuellement c'est le cas, être rétablis. La montée des nationalismes, la montée du protectionnisme semble antinomique avec mon propos, ou avec cette idée de l'abolition des frontières ou du contrôle des frontières. Mais en réalité, il faut bien voir que nous sommes dans un temps de mondialisation accéléré par la réforme des transports, les progrès des transports et la réforme de tous les modes de communication et de télécommunication, et qu'un simple exemple montre que les frontières peuvent se franchir aisément, au moins pour ceux qui y sont autorisés. 1,4 milliard de touristes dans le monde en 2014. Mais revenons sur une dernière considération qui explicite encore les chiffres bruts que j'ai donnés pour commencer. C'est essayer de s'interroger sur les raisons qui poussent des migrants à s'arracher à leur pays, en considérant, si vous le voulez bien, que c'est un acte difficile. Les premières raisons, vous les avez en tête, ce sont les conflits, les guerres internationales, les guerres civiles. En Afghanistan, une guerre qui dure depuis 40 ans et qui a conduit 2 500 000 personnes à quitter l'Afghanistan, et une guerre qui se continue, bien voir qu'aujourd'hui, l'Afghanistan est le pays du monde où il y a le maximum d'attentats terroristes. La Syrie, là aussi un conflit qui dure depuis 2011, 250 000 morts, entre 250 000 et 500 000 morts. Les chiffres ne sont pas clairs et à cet égard, Dieu sait si c'est important. Sur une population de 22 millions d'habitants, 10 millions d'habitants ont quitté le pays. Je l'ai dit, 3,7 millions en Turquie, 1 million en Libye, et d'autres, 7,6 millions, se sont déplacés à l'intérieur du pays. Autre pays dans une situation de ce type, le Soudan du Sud. Autre pays, l'Érythrée. Les conflits, qu'ils soient internationaux ou internes, génèrent, renforcent des dictatures. Aujourd'hui, on calcule qu'il y a en Afrique environ une quinzaine de chefs d'État africains qui manipulent leur constitution ou qui, par la force, se maintiennent au pouvoir pour des durées allant de 25 à 40 ans. Dans ces situations-là, on fait peu de cas des libertés. Et du coup, on ne prend plus tellement de précautions pour empêcher les persécutions politiques, religieuses, claniques, de genre, sexuelles. Il faut savoir que l'homosexualité est punie de mort dans près de 10 États et presque autant condamnent l'homosexualité à la prison à vie. La deuxième cause de départ, c'est la pauvreté, c'est la misère. Alors souvent, on va évoquer cette image, notamment des jeunes Africains qui quittent leur pays pour un Eldorado promis qu'ils trouveraient en Europe. Cette idée de l'Eldorado existe. Mais il faut bien se rendre compte qu'elle s'explique d'abord par une misère, d'abord par des difficultés de vie, et j'allais dire surtout pour la jeunesse confrontée au chômage, formée aujourd'hui, pour cette jeunesse, l'absence de projets, l'absence de projets qui puissent, une fois formulés, être mis en œuvre. Si on prend un indice qui est beaucoup plus intéressant que le produit intérieur brut et qu'on appelle l'indice de développement humain, l'indice de développement humain,
l'IDH, qui fait la synthèse, en gros, de la durée de la vie, de l'espérance de vie et d'une vie en bonne santé, qui fait la synthèse du niveau de connaissance, du niveau d'éducation et aussi du niveau de vie décent. On s'aperçoit que cet IDH varie de 1 à 10 en fonction des États d'origine, les chiffres les plus bas concernant évidemment, notamment, l'Afrique subsaharienne. Enfin, la troisième cause majeure de départ, ce sont les changements climatiques. Sécheresse, montée des eaux, ouragans, désertification, catastrophes naturelles, dégradation de l'environnement. Tout cela, nous dit l'Office international des migrations, a pour effet de mettre en situation de partir ou de se déplacer près de 25 millions d'habitants. Les événements climatiques, parfois seuls, ne provoquent pas le départ, mais ils ont un effet multiplicateur sur d'autres causes. Une étude de la Banque mondiale révèle qu'en 2018, dans 3 régions, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Amérique latine, ce sont quelques 140 millions de personnes qui sont destinées à migrer d'ici 2050. Toutes ces causes prises individuellement sont importantes et peuvent jouer à l'état d'une cause en particulier. Mais il faut voir que, en plus, ces causes, les causes du départ peuvent s'entrecroiser, peuvent être composites. Dans un État comme la République démocratique du Congo, l'ancien Congo belge, qui est un État 1,5 fois grand comme la France, 3 fois et demi grand comme la France, qui possède d'immenses ressources naturelles. Eh bien, aujourd'hui, la RDC est confrontée aux luttes que se livrent entre elles un certain nombre de milices d'opposition et gouvernementales pour le contrôle des richesses, est confrontée à de graves conflits ethniques au Kasaï, dans le Kosovo, est confrontée à la maladie de l'Ebola, est confrontée à des guerres civiles où les civils ne sont pas seulement des victimes collatérales, mais sont des armes de guerre utilisées comme telles. Vous voyez à cet égard le très beau film qui relate l'aventure du docteur Mukwege, le prix Nobel, ce film qui s'appelle « L'homme qui réparait les femmes ». Et à cela, ajouter la crise économique. Donc on trouve dans un seul État toutes ces crises, tous ces éléments de crise, toutes ces raisons s'entrecroiser, se conjuguer pour favoriser le départ. Il se trouve qu'il y a 1 an, le Programme des Nations Unies pour le développement a conduit une enquête sur les raisons du départ des jeunes Africains de moins de 18 ans. Et notre association et une autre association grenobloise ont administré ce questionnaire auprès de 300 jeunes Africains de moins de 18 ans. Et ce qui a été tout à fait significatif, c'est que quand on les interroge sur les causes du départ, ils disent, le questionnaire était particulièrement normé, il ne laissait pas beaucoup de place à la discussion, ils disent qu'ils partent effectivement souvent parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux dans leur pays. Mais ils ajoutent aussi qu'ils fuient presque toujours la violence. Or, pas nécessairement une violence qui résulterait d'une guerre ou de l'existence d'une dictature implacable, mais la violence qui naît des conflits de voisinage, des conflits de famille, des conflits entre clans, et une violence qui ne peut pas être régulée par des appareils policiers ou par des juridictions qui sont tous plus ou moins corrompus. Et on est arrivé à cette chose extraordinaire alors que nous avions en face de nous des garçons et des filles vraiment dans des situations difficiles ici en France, qui nous disaient
avoir pleine confiance dans nos institutions, la police, la justice, et aucune confiance dans celles de leur pays. Alors voilà les quelques éléments que je voulais livrer à votre réflexion concernant ce que l'on peut appeler le fait migratoire. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe quand les migrants arrivent dans notre pays, sont reçus chez nous. Là encore, le propos en 2 points. Quel est le droit qui leur est applicable? Quel est le régime juridique qui leur est applicable? Et quelle est la réalité de leurs conditions de vie? S'agissant du régime juridique, je rappellerai simplement qu'en ces matières, si l'État est souverain de poser les règles, il est aussi lié par les conventions internationales qu'il a pu passer, exemple les conventions de Genève, et il est lié, quand il s'agit du Parlement ou du gouvernement, par notre Constitution, par ses principes fondamentaux. Je me dois de rappeler cela parce que nous sommes dans un moment de notre histoire où on s'accommode des manquements aux droits, c'est-à-dire souvent des manquements aux valeurs fondamentales. Le droit des étrangers, qui a été réuni dans un énorme volume qui s'appelle le Code de l'entrée et du séjour et des demandeurs d'asile, le séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Ce droit des étrangers régule finalement 3 types de situations, une sur laquelle je vais passer rapidement, qui est l'entrée sur le territoire, et puis 2 situations, la situation des demandeurs d'asile, la situation des demandeurs de titre de séjour. L'entrée sur le territoire, rapidement, la plupart des ressortissants étrangers, quand ils n'appartiennent pas à l'Union européenne ou quand ils ne sont pas des demandeurs d'asile, ne peuvent venir dans notre pays pour une longue durée qu'en possession d'un visa de longue durée. Ce visa de longue durée s'obtient auprès des réseaux consulaires, auprès de nos ambassades et de nos consulats. Souvent, ils sont difficiles à obtenir, ils sont coûteux, il y a des formalités importantes, il y a la nécessité de passeport que souvent l'État d'origine n'est pas prêt à délivrer. Et en plus, nous avons un certain nombre de consulats qui sont fermés dans un certain nombre de pays, par exemple la Syrie. Donc, les étrangers sont en situation difficile pour solliciter un visa et rentrer, j'allais dire, naturellement dans un pays comme le nôtre, d'où un report des demandes sur la demande d'asile et aussi un report ou une manière de voyager qui les renvoie vers les passeurs et vers les voyages à risque, souvent mortels, sur les routes d'émigration ou en Méditerranée. Les 2 grands régimes qui sont mis en application dans le droit des étrangers, c'est d'une part la demande d'asile, d'autre part la demande de titre de séjour. La demande d'asile, la France est un des pays qui peut s'honorer de l'avoir organisée de manière claire, ouverte, et ils ne sont pas si nombreux que ça, les États qui accordent l'asile dans le monde aujourd'hui. Cette demande d'asile, vous en connaissez le développement, le déroulement, arrivée dans le pays, passage par une plateforme, la PADA, puis par le GUIDA, passage par la préfecture. La préfecture affecte les migrants selon un certain nombre de procédures normales, procédures accélérées, procédures de Dublin. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails qui pourtant sont complètement essentiels. Et la demande d'asile va s'effectuer sur la base d'un récit où le demandeur d'asile raconte les causes de son départ, parfois aussi les causes de son passage, de son voyage,
les raisons pour lesquelles il fuit son pays, et aussi où il va développer, en gros, toutes les choses qui peuvent lui être arrivées. Ce récit est essentiel parce qu'il va être présenté devant un officier de l'OFPRA, qui est un établissement public indépendant, mais quand même rattaché au ministère de l'Intérieur. L'officier va entendre ce récit, va se demander s'il est crédible, s'il est véridique, s'il a été fabriqué par un passeur, si c'est le récit qu'un migrant a tenu d'un autre migrant, ou s'il se raconte lui-même. La sincérité en la matière est ce qu'il y a de plus essentiel. L'officier de l'OFPRA se prononce, et il y a la possibilité, en cas de réponse négative de la part de l'OFPRA, d'un recours devant une juridiction, la Cour nationale du droit d'asile, qui siège à Montreuil, où il y a un débat d'ordre juridictionnel. Devant cette cour, le migrant, assisté de son avocat et d'un interprète quand nécessaire, comme d'ailleurs devant l'OFPRA, va développer à nouveau son récit et essayer à nouveau de convaincre. La confection de ce récit, c'est l'élément le plus déterminant. Parce qu'il faut, pour le demandeur d'asile, qu'il montre qu'il rentre dans les cas d'ouverture de l'octroi d'une protection. La protection, c'est soit une protection de réfugié, qui va être ce statut accordé aux personnes qui craignent, avec raison, d'être persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social, qui se trouvent hors de leur pays et qui savent qu'ils ne veulent pas y retourner, qu'ils ne peuvent rien obtenir de ce pays, ou ça sera une protection plus limitée, à 4 ans, mais renouvelable d'une certaine manière, ou transformable d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui vise principalement, pour d'autres faits qui ne sont pas ceux prévus par la Convention de Genève, toutes les atteintes graves que risque le demandeur d'asile, la peine de mort, les tortures, les violences, les menaces à la liberté, etc. Alors, évidemment, le fameux récit en question, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire que le demandeur d'asile rentre dans les critères, rentre dans les clous, j'allais dire, de ce qui est prévu par le droit international et le droit interne en la matière. Et cette démonstration est une démonstration qui, en elle-même, est difficile. Construire un récit, quand on ne connaît pas les codes, la langue, les usages, qu'on se retrouve devant un juge, même si à la CNDA, il y a, je trouve, une forme de courtoisie, on ne sent pas à ce niveau-là un système répressif, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour quelqu'un qui arrive et qui débarque, j'allais dire, et qui, pour un certain nombre de cas, on en a encore eu un cas récemment, de personnes qui sont convoquées dans la CNDA et qui ne savent pas où ils dormiront le soir. Donc il y a ces espèces de contradictions formidables. Donc en soi, obtenir l'asile ou la protection subsidiaire, c'est difficile parce qu'il faut avoir un récit convaincant, et parfois, et pas que parfois, il faut en plus produire les preuves de ce qu'on avance. Or, l'étranger qui fuit son pays n'emmène pas nécessairement des preuves matérielles, les articles de journaux pour montrer qu'il y a eu une manifestation, et encore, ou la description très exacte de la topographie des lieux où il a été arrêté ou enfermé. Et puis, comme on le relève parfois, lorsque les personnes sont torturées dans leur pays d'origine, ou par exemple en Libye, eh bien, il faut bien le reconnaître, les tortionnaires ne délivrent pas d'attestation. Donc, on est dans une situation où il y a des cas d'ouverture restreints, précis, et la nécessité de convaincre et la nécessité de prouver. Mais comme si ça n'était pas assez compliqué, notre système juridique, depuis un certain nombre d'années,
a pris toute une série de dispositions qui, à la fin du compte, réduisent la possibilité d'obtenir l'asile. Il y a au départ certaines intentions qui sont bonnes. Ainsi, l'intention qui voudrait que l'on réduise la durée de la demande. Moins le demandeur d'asile restera dans un pays, moins longue sera sa demande, moins il y aura la possibilité qu'il s'intègre en quelque sorte, qu'il fasse venir sa famille, et il aura une réponse plus rapide. Et de fait, l'OFPRA, la CNDA, sous les moyens, grâce à un certain nombre de moyens supplémentaires qui leur ont été donnés, ont réussi à accélérer la procédure. Mais il y a aussi, surtout, des procédures qui sont extraordinairement pénalisantes. J'en prendrai qu'une, la procédure Dublin. En vertu des conventions de Dublin, un étranger dépose ses empreintes dans le premier pays où il est arrivé. Premier pays européen, Europe, Malte, l'Italie, Grèce. Et les conventions de Dublin disent que la demande d'asile doit être faite dans le pays où on a déposé ses empreintes. Donc, quelqu'un qui arrive par l'Italie, qui vient en France, qui demande la demande d'asile en France, on lui dit « Attention, monsieur, vous êtes rentré en Italie, vous devez retourner en Italie. » En Italie, il ne connaît personne. On va poser la question de l'Italie, est-ce que vous le reprenez ? L'Italie va mettre un certain temps à répondre. Dans ce temps de latence, il n'y a pas vraiment de statut du demandeur d'asile, de situation protégée du demandeur d'asile. Et à la fin du compte, on va renvoyer ce migrant soit vers l'Italie, soit vers l'Espagne, etc. Autant de pays qui, en tout cas pour l'Italie, les laisseront revenir rapidement en France, là où ils sont un début d'intégration. Il faut bien voir que là, l'Europe a une responsabilité formidable, qui était celle de se défausser purement et simplement sur les pays des ports méditerranéens accueillant les migrants. Qu'il s'agisse des différentes entraves à la procédure du type recours à la visioconférence. Imaginez ce que ça signifie pour un migrant qui ne parle pas français, qui a un interprète Peul, que de travailler en visioconférence avec des juges qui sont à des kilomètres de là. Les avocats ont marqué un refus, dans la plupart des cas, d'accepter ce procédé. Mais il y a aussi de plus en plus des délais raccourcis, des décisions sans audience ou des décisions prises par des juges uniques sans collégialité. Eh bien, le résultat de tout cela, c'est que, en pourcentage, 36% seulement des demandeurs d'asile obtiennent l'asile. Les autres sont ce qu'on appelle des déboutés du droit d'asile. Ils ont la possibilité de retourner dans leur pays, mais les raisons qu'ils avaient pour partir demeurent. Ils ont pu commencer à avoir un début d'intégration. Et ils vont se retourner vers une autre type de procédure, qui est la demande de titre de séjour. Là, je passe rapidement, mais le demandeur de titre de séjour, qui va demander un type de séjour au titre de vie privée familiale, de regroupement familial, d'enfants scolarisés, de conjoints français, ou par exemple pour motif humanitaire, ou encore pour des raisons de santé, ce demandeur de titre de séjour s'engage dans une sorte de parcours du combattant extrêmement difficile à conduire, où il se trouve à faire avancer un dossier qui donnera lieu à des décisions de l'administration préfectorale, sachant qu'en la matière, et le préfet qui était là ce matin le sait bien, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire, d'une très large marge d'appréciation. Il en résulte quoi ? Il en résulte un temps fou pour obtenir un rendez-vous,
des reports de délai, des attestations provisoires qui sont données avec ou sans autorisation de travail, des autorisations de travail qui sont données à un certain temps et qui sont refusées ensuite lors du renouvellement. Donc une situation qui est celle de la plus grande précarisation de personnes inquiètes, angoissées sur leur devenir, et elles-mêmes dans une précarité matérielle. Car si on compare la situation matérielle d'un demandeur de titre de séjour et la situation d'un demandeur d'asile, la situation d'un demandeur d'asile n'est pas extraordinaire, mais il a droit à une sorte de pécule de 7,40 € par jour. Il a droit, pour autant qu'il y ait des places, à un hébergement. Il a droit à un accompagnement. Le demandeur de titre de séjour ne reçoit pas de pécule, ne reçoit pas de droit au logement et reçoit l'accompagnement qu'il veut bien trouver auprès des associations et des travailleurs sociaux. Ça veut dire que le demandeur de titre de séjour se trouve dans cette situation où se cumulent tous les traumatismes, ceux du départ et ceux d'une intégration extraordinairement difficile. Alors, si j'ai insisté un petit peu lourdement sur ces aspects juridiques, ce n'est pas parce que je suis un ancien prof de droit, mais c'est véritablement parce que le droit donne le ton. Il donne le ton de ce qu'est finalement notre politique à l'égard des étrangers. Elle peut se résumer dans la phrase « l'accueil des demandeurs d'asile, l'éloignement de tous les autres ». Elle s'exprime dans une sorte de diptyque humanité-fermeté. Mais ce dernier terme de fermeté, de plus en plus, est remplacé par le terme de lutte contre les fraudes. Le demandeur d'asile, le demandeur de titre de séjour est un fraudeur potentiel. Et tout notre système a tendance à s'organiser sur cette culture, qui est une culture du coût, du rejet et de la dissuasion. La vie quotidienne des uns et des autres, un peu meilleure pour les demandeurs d'asile et encore, elle est à prendre en compte en se disant que les migrants sont des hommes et des femmes qui, comme tels, méritent d'être appréhendés dans la totalité de leur être. Ils ont droit à la satisfaction de tous les besoins, pas seulement des besoins vitaux. Et on se rend bien compte que toute une série de besoins ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Problème majeur, l'hébergement. Les demandeurs d'asile ont droit au dispositif national d'hébergement, mais il est saturé. Les demandeurs de séjour sont renvoyés vers le 115, mais il ne répond pas. Donc, on va avoir en la matière d'extraordinaires difficultés, avec ce risque, qui n'est pas qu'un risque, c'est que chaque fois qu'un demandeur de titre de séjour notamment, voire un demandeur d'asile, n'est pas logé, même s'il peut recevoir une petite allocation complémentaire de 7 € ou 6 € par jour pour se loger pour un demandeur d'asile, eh bien, il est renvoyé vers les campements, quels qu'ils soient. Donc, on a ce type de difficulté qui fait que, aujourd'hui, la nécessité d'aborder en des termes différents l'hébergement se pose avec force. Autre besoin à satisfaire, le travail. Et là, c'est un problème absolument majeur. Un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler dans les 6 premiers mois qui suivent sa demande d'asile, laquelle peut intervenir après un certain temps. Un demandeur de titre de séjour n'a pas le droit de travailler, peut recevoir certaines attestations
avec le droit de travailler, mais comme je le disais tout à l'heure, sans certitude du renouvellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à s'intégrer et à travailler n'est pas assuré de pouvoir continuer son intégration, de pouvoir continuer à occuper son logement. Et je crois que cette question du travail, il faut véritablement l'avoir à la tête parce qu'elle méconnaît en plus les besoins des pays européens et elle méconnaît même les besoins de notre pays sur ce que l'on appelle les métiers en tension. Je rappelle par exemple ici qu'il y a un an, le président de la Chambre de commerce et d'industrie s'est élevé contre le fait que les mineurs non accompagnés qui étaient dans le dispositif de l'ASE, qui se trouvaient dans des systèmes de formation, notamment en alternance, qui se trouvaient hébergés, étaient, au jour de la majorité, trop souvent frappés d'obligation de quitter le territoire français et sortis du système. Or, disait le président de la Chambre de commerce et d'industrie, ces jeunes-là, on en a besoin et ils sont plutôt bons, en général, dans leur développement, dans leur parcours scolaire. Autre difficulté, c'est la question de la santé. La question de la santé, c'est une question de santé publique. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des migrants qui véhiculent un certain nombre de maladies. Mais ce n'est pas là le vrai problème. La plupart des migrants qu'on reçoit aujourd'hui sont des jeunes gens plutôt, mais aussi pas mal de femmes, qui sont jeunes, en bonne santé, généralement assez bien éduqués, même s'il y a de très grandes différences entre les uns et les autres. Et ce n'est pas eux qui sont visés quand est dénoncé ici ou là ce qu'on appelle le tourisme médical, la possibilité pour certains Géorgiens de venir bénéficier de notre système de santé. Jusqu'ici, la santé est un secteur d'activité où, c'est un service public où, il faut bien le dire, l'hôpital fait face, les passes hospitaliers et psychiatriques font face, où il y a une couverture, la PUMA pour les demandeurs d'asile et l'AME pour les demandeurs de titre de séjour, d'où l'inquiétude qui naît aujourd'hui quand, par exemple, est envisagé dans les dernières mesures annoncées par le gouvernement un délai de carence avant l'accès à la PUMA, ou encore l'idée de restreindre le panier de soins pour les bénéficiaires de l'AME. Soyons bien clairs, ça ne fera jamais que reporter ces personnes vers les urgences hospitalières, lesquelles, on le sait, ont leurs propres problèmes. Gardons quand même une importance, regardons quand même avec attention un problème majeur, c'est le problème de la souffrance psychique. J'ai à l'oreille ce propos d'un médecin de Médecins du Monde qui me déclarait dans nos permanences, les gens qu'on reçoit ont rarement besoin de traitement de nature psychiatrique. Mais tous, ils sont en souffrance psychique. Et là, il y a tout un accompagnement qui est nécessaire et qu'il faut prendre en compte. J'ai pris ces quelques exemples, mais je pourrais en prendre bien d'autres, qu'il s'agisse de l'apprentissage de la langue, de l'apprentissage des outils informatiques, qu'il s'agisse de la recherche de bénévolat, puisque les demandeurs de titre de séjour n'ont pas le droit de travailler, qu'il s'agisse encore des activités socioculturelles, etc. Autant d'activités qui sont laissées aux associations, mais qui font dire, quand on regarde un petit peu ce qu'est la réalité de l'accueil dans notre pays, qu'on a le sentiment, surtout si on compare avec d'autres États, je pense au Canada, à l'Allemagne, même s'il y a eu un recul depuis, à la Suède, à l'Espagne, qui font que notre système, et je m'excuse de le dire devant les professionnels que vous êtes, devant les travailleurs sociaux que vous êtes, et pour certains devant
à l'égard des bénévoles que nous sommes en présence d'un système qui est très largement bricolé. Le directeur de l'OFPRA, Pascal Brice, qui a exercé ses fonctions pendant 6 ans, qui a publié un ouvrage qui s'intitule « Au fil de l'asile », a cette déclaration sur France Inter, au début de l'année, après avoir quitté ses fonctions. « J'ai été confronté à l'idée que pourrir la vie des gens les dissuaderait de venir. J'ai été confronté à l'idée que pourrir la vie des gens les dissuaderait de venir. C'est indigne et c'est faux. » Alors pour conclure, j'espère que je ne suis pas trop en retard, pour conclure, quelques remarques. Pourquoi c'est si difficile de faire évoluer cette question des migrations ? D'abord parce qu'il y a le poids de l'opinion publique. Environ 6 Français sur 4 trouvent qu'il y a trop d'étrangers, qu'il y a trop de migrants, etc. 85% des Français estiment que le rythme de l'immigration est trop important. Les explications, le climat économique, 61% des Français perçoivent la mondialisation comme une menace. L'immigration facteur de chômage, alors que toutes les études économiques, y compris celle de la toute récente prix Nobel Estelle Liflou, montrent que ce n'est pas le cas. L'immigration n'est pas facteur de chômage. C'est un investissement qui peut coûter à court terme, mais qui rapporte à moyen terme. Mais l'immigration est aussi considérée comme un facteur d'insécurité. On accepte facilement que 100 millions de touristes viennent en France, que 90 millions de touristes viennent en France par an, mais on s'inquiète des 120 000 demandeurs d'asile qui arrivent. Il y a derrière tout ça la crainte du terrorisme. Et il y a toute la difficulté de notre société française à se situer par rapport au problème de l'islam. Il y a quand même de bonnes nouvelles, si je puis dire. Je vais le dire, un mouvement associatif qui est vigoureux. Si 60% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers, 40% pensent le contraire, et ces 40%, c'est une minorité active que l'on voit dans nos associations, qui se proposent de loger, qui se proposent d'aider, qui se proposent de faire des cours de français, etc. Il y a un espoir qui naît de la décision du Conseil constitutionnel qui a affirmé toute la force du principe de solidarité, il y a 1 an, à côté des principes d'égalité, du principe de fraternité, à côté des principes de liberté et d'égalité. Et c'est au nom de ce principe de solidarité que devrait disparaître, même si ce n'est pas complètement le cas, ce que l'on appelle le délit de solidarité, qui est quelque chose de très dissuasif vis-à-vis des bénévoles, et qui faisait dire à Derrida « Qu'est-ce que c'est que ce pays où on arrive à ériger la solidarité en crime ?» Les deuxièmes types de raisons sont à rechercher du côté de la crise de l'Europe, de son incapacité à gérer l'immigration, et je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, depuis l'incapacité à réformer le système de Dublin qui ne marche pas, jusqu'à l'externalisation qui consiste à confier le soin de trier, entre guillemets, les migrants à des pays comme la Libye qui n'ont plus d'État, ou à des pays comme la Turquie qui s'en servent comme un élément de chantage vis-à-vis de notre pays. Mais surtout, je dirais qu'il y a une absence réelle de consensus dans notre pays, et que c'est ce consensus qu'il faut chercher à avoir dans une stratégie nationale, dans une stratégie locale. Je crois qu'au plan local, il appartient au pouvoir public, à l'État, aux collectivités locales, aux associations, aux organismes comme les vôtres, aux travailleurs qui travaillent à l'intérieur de ces organismes, de travailler ensemble. Moi, je suis très frappé par le fait qu'il n'y a pratiquement pas, de concertation pour organiser l'accueil sur un territoire comme le nôtre. Il n'y a pas de service réel des migrations qui mettrait ensemble tous les acteurs et qui les ferait travailler ensemble. On est largement encore sur l'idée que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en oubliant la suite de la phrase.
mais elle doit en prendre sa part. Suite de la phrase que Michel Rocard, qui était l'auteur de ce propos, avait d'ailleurs tendance à oublier quand il était devenu Premier ministre. On doit, je crois, faire le choix de débattre, d'agir et de simplement se laisser dicter par un système de valeurs. Et, Monsieur le Président, vous rappeliez avec bonté que j'avais été votre professeur de droit constitutionnel. Vous comprendrez que je ne peux pas me résigner à entendre le Président de la République parler de droit de l'hommisme s'agissant de l'action des ONG et des associations. Je vous remercie.